Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ali au micro, le podcast qui retrace le parcours de ceux qui ont transformé leur passion, leur projet et leur travail en réussite. Invité très spécial aujourd'hui, originaire du Blanc-Ménil, ancien footballeur professionnel et aujourd'hui entrepreneur, Wesley Bang. Bienvenue à toi. Merci mon gars, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Tu l'as dit, je viens du Blanc-Ménil, c'est pas très loin, Mhm. donc très heureux d'être là avec vous à Aulnay-sous-Bois. On est ravi de t'avoir. On va revenir sur ton parcours, d'abord d'ancien footballeur professionnel. Toi, Ok. tu as été formé au Havre, tu as intégré le centre de formation du Havre à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est possible déjà d'intégrer un centre de formation aussi jeune et tout simplement comment les choses se sont déroulées? Ouais, en fait, le foot, si tu veux, moi je suis un enfant de France 98, j'aime bien le rappeler, Mhm, parce qu'au final, au Blanc-Ménil, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué 2 ans, et ensuite j'ai intégré le centre du Havre, mhm, et à l'époque, il n'y avait pas de d'ANS. Donc à l'époque, tu pouvais intégrer le centre directement. mhm, Donc j'avais fait 2 détections, une à Issy-les-Moulineaux et une au Havre. mhm, Il y avait déjà du beau monde au Havre à l'époque sur la détection. Il y avait Faisal Farj, international marocain, mhm, Mathias Coureur qui a fait une carrière aussi. Il y avait pas mal. Il y avait Marvin Martin, mhm. ouais, Marvin Martin qui était venu à le premier tour à Issy-les-Moulineaux. Ok. Et ouais, puis j'ai eu la chance d'intégrer le centre du Havre Mhm. tôt, parce qu'aujourd'hui moi-même je suis papa Hors de question. et je me dis ouais, mon fils il a 13 ans, mais Mhm, je me dis si il y a 2 3 ans il devait intégrer un centre de formation, mhm. tu vois, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai, comment dirais-je, certaines carences sur certaines choses, Mhm. parce que j'ai pas eu une adolescence, Entre guillemets normal. voilà, une Ouais. adolescence normale. Mhm, Et donc, ouais, j'ai eu la chance d'intégrer ce grand centre de formation mhm, qu'est le Havre, encore plus à l'époque où Steve mhm. Mandanda, Didier Digard, Ouais. Lassana Diarra, Benjamin Mendy, Mhm, Paul Pogba, Brice Samba, mhm. enfin, je peux, Guillaume Moirot, je peux, La Dimitri liste est Payet, longue, non, c'est clair. ouais, je peux y aller, tu vois, je peux y aller pendant Ouais. des heures. Mais si aujourd'hui, tu vois, je suis aussi ce que je suis et je fais ce que je fais, Mhm. c'est l'héritage du centre de Centre de formation formation du du Havre. Havre, Ouais. clairement. Et j'aime le rappeler parce Mhm. que c'est un club qui m'a éduqué. Non, c'est clairement une fierté. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Il y a des centres de formation aujourd'hui qui ont un peu plus de visibilité ou de crédit. Ouais. Mais faut pas oublier que voilà, le Havre, comme tu l'as rappelé, avec tous les noms qu'il y a eu d'internationaux, etc., c'est du très très costaud. Ouais. Mais le Havre, tu vois, ce qui est fort, Mhm, c'est que ils nous ont tellement inculqué des choses mhm, que tu regardes les joueurs qui ont mon âge ou un peu plus, mhm, qui ne sont plus joueurs actifs, mhm. tu vois ce qu'ils font, tu vois leur reconversion, Ouais, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est intéressant. Le Havre, ils ont eu 10 sur 10. Et je pense que ça, vu que on est un peu les premiers, Mhm, petit à petit, ça commence à se voir. mhm, Et je vois que ça fait réagir nos anciens coachs. mhm. Ils sont extrêmement fiers. Ouais, Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, tu vois. J'imagine qu'ils sont même plus fiers de cette partie-là que Bien même sûr, en soi des carrières, parce qu'au final, exactement. tous les centres, ils vont former des footballeurs professionnels. Mais en tout cas, après le foot ou la partie hors foot, c'est quelque chose dont je pense ils sont très fiers. Ah, Et mais tu parlais extrêmement. de choses qui vous ont inculqué. Quelles sont ces choses? Parce que tu disais, Ouais, tu parlais voilà, de joueurs aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui. On sait que la Saint-Jara, il est par exemple dans des business, il est bien entrepreneur, sûr, bien etc. sûr. Et donc, toi, tu penses que c'est quoi ces choses Bah, précisément? déjà, la première, Mhm, là où le Havre a été vraiment fort, mhm, c'est sur la rigueur. Je pense que mhm, quand tu es passé par le Havre, mhm, quoi qu'il arrive, tu es rigoureux. Je dirais par les centres de formation de manière générale, mais le Havre avait quelque chose en plus. mhm, Et sur l'ambition. Parce que quand tu es au Havre, tu sais que tu n'es pas le club le plus riche. mhm, Tu sais que tu n'es pas le club peut-être sur le papier le plus fort, mais tu ne t'interdis pas de rêver. mhm, Et je pense que, et puis ça ressemble aussi à la Normandie de base, parce que c'est quand même une région, c'est pas comment dirais-je, c'est pas une région où tu trouveras le plus de milliardaires. mhm, Tu vois, c'est une région quand même avec le port du Havre, etc., une région assez populaire. mhm, Et je pense que, ouais, de manière générale, on nous a inculqué le fait de peu importe d'où on part, mhm. on a le droit de rêver. Ok, Donc je dirais la rigueur et l'ambition. mhm, ça marche. Et du coup, toi, ta carrière au centre de formation ou tes années au centre de formation, comment elle se passe, surtout au niveau sportif? Ouais. Comme tu l'as dit, il y avait pas mal de gros joueurs, etc. Donc toi, tu étais
tu te situais où parmi tous ces gros noms? On sait que tu as signé un contrat pro ensuite à l'étranger. Ça veut certainement dire que voilà, tu faisais quand même partie des J'étais top pas joueurs. mal. Exactement. En fait, si tu veux, génération 89, c'est vrai que j'ai toujours été parmi les meilleurs. Mhm. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Après, quand il y avait 89-88, par exemple, sur les moins de 16 nationaux, Mhm. c'est vrai que je n'ai pas tout de suite cassé la baraque. Je me rappelle les premières fois où j'ai commencé à jouer en 16 nationaux, la barre était un peu haute. Il y avait 2-3 89 qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Mais en tout cas, si tu résumes mes 7 années au Havre, j'ai toujours été là-haut, de manière générale. Et ce qui s'est passé, c'est que, vu que physiquement aussi, tu vois, il me traitait de présu, tout ça, là, mais j'ai été... Tu sais, quand tu es en jeune, si tu es rapide et que tu es assez costaud, avec ça, tu fais la différence. Par contre, plus tu te rapproches du niveau 18 NAS, réserve pro, plus il faut développer d'autres qualités. Et je pense que moi, je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers parce que je courais beaucoup plus vite que les autres. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut jouer avec autre chose. Mais en tout cas, globalement, tu vois, quand il y avait les entretiens de fin d'année, je n'avais pas la pression parce que je savais que j'allais être gardé. Et à l'âge de 15 ans, j'ai signé un contrat aspirant. Donc, ce qui aussi, comment dirais-je, renforce l'idée que j'étais parmi les joueurs sur lesquels le club comptait. Et j'ai signé donc 3 ans, parce que c'est 3 ans un contrat aspirant. Et il l'avait donné à l'époque à 4,5,89. Je crois que tu avais Loïc Nestor, qui a quitté Grenoble là, l'été dernier, Mohamed Chalali, Jean-Pascal Fontaine, qui a fait aussi une carrière au Havre. Il y a mon pote là, qui est directeur sportif à Chantilly, Yacoub Yassine. Ok. Et moi, je crois qu'on était 4 ou 5 à avoir des contrats aspirants. Mais versus je ne sais combien de jeunes dans la promo. Ouais, moi, une Mais vingtaine. ça rejoint ce que disent les éducateurs dans les centres. Voilà, vous êtes tant dans la promo, mais il y en a peut-être que 1 ou 2 qui va sortir, 0, 3. Enfin, c'est très compliqué le football. Ah, mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, Mm. chaque année. Et moi, j'ai commencé le foot voilà, il y a 10-15 ans, j'entendais les mêmes choses, mais j'ai l'impression que ça rentre pas. Comment toi t'expliques ça? Non, je pense que il y a une part de naïveté. Mhm. Il y a une part de naïveté parce que quand les entraîneurs nous disent, voilà, moi je me rappelle des fois sur des fins de séance, on est à l'étirement et tout, et ils nous reprennent parce que la séance n'a pas été bonne. Donc ils vont dire, voilà, je vous le dis, là si vous élevez pas le curseur en termes d'investissement à l'entraînement, vous n'allez pas passer. Et même si vous le faites, il y en a peut-être qu'un ou 2 ou 3 qui va sortir. Mais nous on se regarde, on était tous forts. On se regarde, ah moi je vais être pro. Ouais. Ah bah l'autre aussi, ah moi je vais être pro. Donc en termes de lucidité, à ce moment-là c'est compliqué. Et en plus, c'est paradoxal parce qu'en même temps on doit être extrêmement ambitieux et en même temps on doit être raisonnable. Donc c'est assez complexe. Je pense que l'entourage est extrêmement important parce que même si tu es ambitieux, ton entourage doit te raisonner en disant écoute, peut-être le foot ça va marcher, mais peut-être que ça ne marchera pas. Et si le foot ne marche pas, c'est pas un échec. On n'est pas né pour jouer au football. On est né pour vivre notre vie et voilà, et être heureux et faire ce qu'on a envie de faire, tu vois. Mais j'insiste, on n'est pas né pour jouer au football. Ça, c'est fort ce que tu dis, parce que des fois, on a l'impression, et on en reviendra après, que surtout quand on vient de quartier, Ouais. si t'as pas réussi au foot, si t'as pas percé, t'as raté ta vie. Et Bah. je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cette idée-là à un moment donné dans notre vie. Bien sûr, bah, tu sais, c'est lourd de sens ce que tu dis parce que moi, je me dis, certes, ma carrière, bon, on va parler, mais ma carrière, à un moment donné, on va dire, elle s'est freinée, elle s'est arrêtée, mais je me dis, ça aurait été un cauchemar de revenir dans mon quartier à 15-16 ans. Parce qu'il y en a à qui c'est arrivé, et il y en a à qui ça arrive encore aujourd'hui. On voit derrière qu'il y a des effets graves, dépression, ou alors des petits, carrément, ils deviennent... c'est la street, quoi, tu vois, ils se mettent à faire des bêtises et tout, parce que dans ce qui s'est passé dans leur tête, ça n'a pas été digéré entre eux. Il y a 6 mois, je suis l'espoir de tel club pro, et ensuite, je suis à la Cité. Plus le retour à la Cité, ça engendre des moqueries, beaucoup de moqueries, et des moqueries qui sont même, tu sais, qui sont dures, quoi. Tu sens que le gars, il attendait que ça. Que ça. Il vérifie, c'est sûr, il repart pas, tout ça, tu vois. Et en fait, est-ce que à 15-16 ans, tu es armé pour affronter ça? Je ne pense pas. Tu vois, je ne pense pas. Et même après,
c'est compliqué. Donc, franchement, tu vois, j'ai un ami qui a aujourd'hui une marque de bijoux et tout, et qui est de Villepinte. Et je fais un gros big up à lui. Et je le mets souvent en avant parce que justement, très rapidement, il s'est fait à l'idée qu'il n'allait pas être joueur. Et franchement, grand respect. Grand respect parce que ça demande tu sais, ça demande une maturité, ça demande un recul de dingue parce que tu vas te manger des critiques day in, day out, comme on dit. C'est clair. Ouais. Et donc, toi, voilà, qui faisais partie des meilleurs au centre, finalement, c'est pas au Havre que tu signes ton contrat pro, c'est à Newcastle. Et je sais qu'il y a eu entre voilà, le départ du Havre et la signature à Newcastle, il y a eu pas mal de tests, etc. Et des salades. Voilà, des dans différents sites. Nous raconter un peu cette. En fait, ce qu'il faut, je vais vraiment faire ce geste-là. Ça va symboliser ma dernière saison. En fait, ma dernière saison au Havre, donc je reviens d'une blessure, je m'étais fait une fracture de la malléole. Et donc, je suis dans ma dernière année de contrat aspirant. Et en fait, bon, j'entends des petits bruits comme quoi il y a des clubs anglais qui me veulent, etc. Donc, je démarre la saison, je reprends, tout va bien. Et contrairement à l'année moins de 16 nationaux, là, en moins de 18, je suis beaucoup plus à l'aise, etc. Donc, tout se passe bien. Et ça faisait quand même, c'était ma 7e année au Havre. Donc, 7 ans, ce n'est pas rien. Donc, il y a aussi le symbole. Je fais partie des murs un petit peu. Puis je suis arrivé enfant. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, etc. Et donc, en novembre, d'accord, illégalement, mais bon, moi, j'ai écouté mes agents, tu vois, je suis parti faire un essai à Bolton. Mais pour moi, le Havre était au courant, pas de problème et tout ça. Quand je suis revenu de cet essai-là, ça a déclenché la zizanie. Parce que le Havre n'était pas au courant. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que direct, ils ont proposé des contrats aspirants aux meilleurs 89 à ce moment-là, direct. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, sinon on va avoir des problèmes et tout. Et ils ont porté plainte contre les agents en question. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, franchement, j'avais kiffé l'Angleterre. En plus, c'était Bolton, Anelka, Diouf et tout ça. Belle équipe avec Sam Allardyce, le coach. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite, tout au long de la saison, moi, je disais au Havre, j'ai envie de partir à Bolton. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. Mais je disais, moi, j'ai envie d'y aller. Et surtout, mes anciens agents, à ce moment-là, ouais, t'inquiète pas, Bolton, ils ont fait une offre. Nanana. Ils m'ont menti comme pas possible, vraiment. Et avec du recul, je me dis, comment t'arrives à jouer du violon comme ça, sans scrupule? Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, à la fin de la saison, donc le Havre, ils ont essayé, ils ont convoqué mon père, tout ça, pour me faire prolonger et tout. Et à un moment donné, ils m'ont mis à la cave, tu vois, ce qui est normal. À l'époque, je leur en voulais, mais avec du recul. C'est normal, ils doivent préparer la suite et surtout, ils doivent être fermes avec ce genre de comportement. Parce que sinon, ça veut dire que n'importe qui va partir à droite, à gauche, alors qu'ils sont sous contrat. Donc, la saison s'est terminée et j'étais quand même dégoûté de partir du Havre, tu vois, parce que ça faisait longtemps que j'étais là-bas. Moi, j'aime trop cette ville, j'aime les gens là-bas. Et ensuite, Sam Allardyce, il signe à Newcastle. Donc, moi, pendant cet été-là assez complexe, je suis parti à l'Ajax pendant une dizaine de jours. Je suis parti à Utrecht, je crois. Ouais, mais Utrecht, quand ils ont appris que j'étais allé à l'Ajax, ils m'ont dégagé direct. Ouais, ils m'ont dégagé direct. Je suis parti dans un autre club en D2 hollandaise, je crois. Et à la fin, j'ai atterri à Newcastle. Donc, j'ai atterri à Newcastle fin août, tranquille, avec Sam Allardyce. Super content. Là, tu te dis, en vrai, j'ai fait le bon choix. Ouais, à ce moment-là, je me dis que j'ai fait le bon choix. En plus, je retrouve Charles Nzogbia qui était là-bas, francophone, David Rosnal du PSG, Abdoulaye Faye, Jérémy Njitap, Camerounais, qui avait joué au Real, Chelsea et tout. Et donc, au final, et Claudio Cassapa aussi, qui venait de Lyon. Donc, au final, je me dis, bon, c'est peut-être pas un mauvais choix. Et surtout, je vois sur mes premiers entraînements, ça se passe super bien, tu vois. Donc, je me dis, au final, c'est peut-être pas le choix qui était conseillé au départ. Mais bon. Mais ça, c'était avant d'avoir conscience que quand tu arrives dans un grand club, tu fais la queue, parce qu'il y a des joueurs qu'on a acheté un certain montant, et d'autres qu'on a acheté un montant en dessous, et d'autres un montant en dessous, et d'autres un montant en dessous, et après, on va te regarder. Mais ça, au départ, tu ne le sais pas. Mais donc, toi, quand tu arrives, c'est directement dans le groupe pro. Direct. Et c'est pour jouer en pro, au final. J'arrive dans le groupe pro. Après, alors, moi, je pars du principe où j'arrive dans le groupe pro, mais je pense que Sam Allardyce avait une idée de m'intégrer
au fur et à mesure. Progressivement, ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu es jeune comme ça et que tu arrives à l'étranger, c'est un autre contexte. Ce n'est plus le centre de formation. En termes d'exigence, il faut un certain moment, on va dire, d'adaptabilité, parce que l'exigence d'un éducateur en centre de formation et l'exigence d'un entraîneur en première ligue, on n'est pas du tout sur le même niveau de voix, tu vois, pour rester poli. Et donc, il a fallu encaisser tout ça. Et en tout cas, Sam Allardyce croyait énormément en moi. C'est pour ça qu'il m'a mis, en tout cas, dans le bain à l'entraînement très rapidement. Et donc, comment, du coup, cette aventure à Newcastle qui avait plutôt bien commencé, elle se termine? Parce qu'au final, Ouais, je mitigé. ne sais pas si tu avais réussi à jouer en première ligue ou pas. Alors, J'ai pas fait les- première ligue, non. Mhm. J'ai fait beaucoup de bancs en championship quand Ok. on est descendu. Mhm. Première ligue, j'ai été plusieurs fois, je ne sais plus si c'est 16e ou 17e. Là. Mais non, c'était, si tu veux, qualifié. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, je n'avais pas le droit de jouer des matchs amicaux, Ok. des matchs de championnat. Ok. Donc, je jouais que des matchs amicaux, Mhm. ce qui a retardé mon intégration en première ligue, forcément. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé à jouer donc à partir de janvier. Donc, moi, je m'entraînais avec le groupe pro et je jouais en réserve. Si tu veux, là-bas, les réserves de première ligue, c'est coupé en deux, nord-sud. Ouais. Donc, tu affrontes, nous, du coup, on était que Sunderland, Liverpool, Everton, Manchester City, Manchester United, Hull City, etc. Et en gros, dès que tu manques de temps de jeu, tu joues en réserve. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en réserve, il y a pratiquement que des pros. Moi, à l'époque où je jouais, j'ai joué contre Gary Neville, Wes Brown, Danny Welbeck. Enfin, à chaque fois, il y avait toujours des gros joueurs, tu vois. Et donc, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur cette année-là et je me suis fait les croisés. Ok. Je crois un ou deux matchs avant la fin de saison. Et moi, je devais faire les JO avec le Cameroun à l'époque. J'avais rencontré Otto Fischer, il était venu à Newcastle via Jérémy Njitap, donc j'avais rencontré pour faire la double nationalité, etc. Et donc je me suis fait les croisés là, et je suis revenu qu'à la fin de l'autre saison, parce que je m'étais bien abîmé, croisé et ménisque, tu vois. Donc je suis revenu qu'à la fin de l'autre saison, et ça a été très complexe parce qu'au final, moi qui me sentais en avance par rapport aux autres joueurs du Havre et tout, bah, un an après mon départ du Havre, je suis à Cap-Breton, jambes en l'air comme ça, et tous mes potes, ils fêtent le titre au Havre, Ligue 2, ils montent en Ligue 1, tu vois. Parce que c'était Nobilo qui était devenu coach, qui était notre coach en réserve, en jeune au Havre. Donc il a fait monter pas mal de jeunes. Et donc j'ai eu le sentiment un peu qu'on me rattrapait, si tu veux. Mais j'ai découvert, franchement, malgré tout, c'est une bonne période parce que j'ai vraiment, tu sais, quand tu es blessé longuement comme ça, tu découvres vraiment le fonctionnement d'un grand club comme Newcastle, tu vois. Donc au final, humainement, c'était dur, mais je parlais beaucoup avec les kinés, avec les intendants, avec les secrétaires, avec les gens qui font la cuisine, etc., etc. Donc tu vois, peut-être là où j'aurais passé moins de temps avec ces gens-là, je me suis retrouvé à découvrir le club dans sa profondeur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis resté encore très proche de Newcastle, parce que même si j'ai pas mis 650 buts là-bas, j'ai laissé une bonne trace humainement. Tu vois, ils sont venus jouer contre le PSG il y a un peu plus d'un an. J'étais invité. Ok. Tu vois. Pour le match de Ligue Champion, là. Ouais, Ligue des Champions. Ok. Et j'étais à côté du banc. Et en fait, il y a plein de... Et puis, je suis reparti à Newcastle à plusieurs reprises. On m'invite, etc. Donc, j'ai un très bon lien avec ce club. Et pour tout te dire, j'ai ramené les U12 de Newcastle à Blanc-Ménil, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand ça? C'était il y a 5-6 ans sur un tournoi. Ah ouais. Et pour moi, ça, c'est, je pense, l'une de mes plus grandes fiertés. Ok. Tu vois, d'avoir vu le maillot de Newcastle au Blanc-Ménil, au stade Jean-Bouin, frérot. J'ai ramené Newcastle au stade Jean-Bouin. Tu vois, ça montre le lien que j'ai avec ce club. Donc, je rebondis sur ce que tu dis, le fait d'avoir ramené Newcastle au Blanc-Ménil. Est-ce que parfois tu as essayé de ramener Blanc-Ménil au Newcastle et là, à Newcastle, pardon, et là je parle plutôt de, voilà, des proches, des potes, etc. Là, je vais ouvrir un sujet. Un sujet. C'est quand tu es pro, quand tu es footballeur, etc., que tu n'as pas été en. Du coup, que tu as été en centre, mais que tu n'as pas été à la cité très longtemps ou que tu es rentré pendant les vacances, que pendant les vacances. Ouais. Il y a certaines attentes de la Bien part sûr. des gens de la cité. Bien sûr. Et toi aussi, tu as ce truc où tu as envie
t'as pas envie de dire, ah, maintenant, moi, je suis plus avec vous, etc. Donc, Bien il sûr. y a un peu ce côté où je vais avoir de la street crédibilité, tu vois. Et ça, on peut le dire, ça, C'est un c'est fléau, un mon frère. fléau, C'est un fléau. clairement, parce que voilà, des fois, à partir du moment où tu es professionnel, tu peux pas être professionnel Et à la street. et à la street, tu C'est vois. pas possible. En tout cas, bon, en tout cas, En moi, tout cas, voilà, en face de toi, tu as le bon interlocuteur sur ce sujet Mhm. parce que, tu sais, moi, j'étais hanté Mhm. par l'idée qu'on puisse se dire, il a la grosse tête, il a oublié la cité, il a changé, etc. Mhm. Et en fait, je me suis trompé de combat. Je me suis trompé de combat parce que il faut d'abord sécuriser ta carrière Mhm. et ensuite tu vas faire plaisir à tes potes et tout. Tu vois, je dédicace Pape Gay parce que c'est un petit de chez nous. Mhm. Et Pape, ce qu'il fait à travers les assauts de la ville et tout, c'est formidable. Mais d'abord, Mhm. ce que Pape a fait, et vraiment je le respecte énormément pour ça, Mhm. et je lui dis des fois en privé, c'est que il a d'abord sécurisé sa carrière. Maintenant, il fait des trucs. Mhm. Il fait venir les mamans du quartier. Les mamans des 212, elles sont allées au stade Vélodrome et tout ça. Il fait des trucs vraiment... J'en ai les larmes aux yeux des fois. T'as vu, c'est fort ce qu'il fait. Mais moi, le problème, c'est que j'ai voulu et développer ma carrière et entretenir, comme tu l'as dit, cette street crédibilité. Mhm. C'est-à-dire que là, avec du recul, des fois, j'en parle avec des gars à moi. Mhm. Ils me disent, t'étais un fou, gros. T'étais dans des émeutes. Tu jouais à Newcastle, t'étais dans des rixes, frère. Incroyable. Non, mais tu Ah, vois, et c'est une bêtise. Mhm. Et je m'en rappelle, Mhm. il y avait une embrouille avec 2 quartiers de ma ville. Mhm. C'était sur l'été, donc j'étais à la cité. Ouais. Et quand je suis descendu, les mecs de l'autre quartier m'ont dit, frérot, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu vois, je prends le temps de parler de cette histoire Ouais. parce que je sais que certains jeunes peuvent se retrouver dans ça. sûr. Alors que, tu vois, moi, au moment où je suis au milieu d'une rixe entre 2 quartiers de ma ville, mes coéquipiers sont à Miami, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont, pas en train de se ils sont, chiffonner avec ouais, les gens. Ça, ils c'est sont clair. à Miami, Mm. ils sont, je sais pas moi, à Dallas ou je sais pas où, à Marbella ou j'en sais rien, en train de se reposer tranquille, à Vegas, tu vois, parce que les Anglais vont beaucoup à Vegas. Et moi, je suis à Blanc-Ménil, au milieu d'une cité, au milieu d'une bagarre, alors que je suis censé préparer peut-être la saison la plus importante de ma vie. Donc, j'ai beaucoup aimé ta question parce que ça, il faut en parler. Tu vois, cette pseudo-street crédibilité, elle fait du mal à beaucoup de joueurs. Mais en même temps, je comprends le fait de vouloir rester attaché à d'où tu viens. Mais d'un côté, tu peux pas... C'est trop lourd à porter. Ça veut dire que sécurise ta carrière et ensuite fais qu'écro. Tu vois, comme on aime dire. Bien sûr. Sécurise ta carrière, ensuite fais croquer. Et c'est important de le dire. Les footballeurs ne sont pas des mecs de cité. T'as vu, c'est pas un débat, c'est factuel. Parce que certes, on vient de certains endroits, Ouais. mais on est parti tôt. Ouais. Ou alors on est parti à un moment donné, c'est une autre réalité. Et je sais que, tu vois, il y a une forme d'ambiguïté sur ce truc-là, où même des fois, je vois des petits sur Insta qui sont en centre de formation et tout, je vois les photos qu'ils postent, elles sont plus Kaira, voilà, les photos, elles sont plus Kaira que les petits qui sont à la cité. Ouais. Et du coup, je me dis, mais attendez, vous représentez une image, vous êtes un club, c'est-à-dire que même le directeur du centre, parce qu'aujourd'hui, ils font ça, les directeurs et tout, ils regardent un peu les réseaux des jeunes. Quelle image tu renvoies Déjà, c'est un manque de respect envers les supporters, envers les gens qui croient en toi et tout. Et donc, ce truc de footballeur, street crédibilité, il faut vraiment que les gars fassent attention à ça parce que ça brise des carrières. C'est... Et du coup, toi, t'accordes quelle importance à l'entourage dans ce... C'est que ce soit primordial. l'argent, la famille ou même, primordial. ou même les amis au final. En fait, certes, la carrière d'un joueur, c'est lui sur le terrain, mais ce que le joueur fait sur le terrain, c'est le résultat de tout un écosystème autour de lui, tout un entourage autour de lui. Ça veut dire que si tu es bien entouré, toi, tu vas te soucier que du rectangle vert. Donc forcément, c'est moins de problèmes. C'est moins de problèmes et forcément, tu es plus léger, bah, tu vas être performant. Mais si tu es mal entouré, tu sais, les footballeurs restent des êtres humains. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des soucis sur voilà, de la finance, des arnaques, etc. Bah forcément, à un moment, ça pèse. Parce que c'est ton argent. Tu vois, c'est ton argent, c'est ton contrat. Et donc, l'entourage, c'est ce qui définit comment dirais-je, la longévité de ta carrière. Okay. Si tu es bien entouré, tu auras une longue carrière. Attention, c'est pas un long fleuve tranquille, mais tu auras une longue carrière. Mais si tu es mal entouré, tu vas être dans tellement de problèmes que tu sais, tu seras pas focus terrain, tu vois. Donc moi, ce que je mets en avant et j'insiste, l'entourage, c'est plus important que le talent. Parce qu'à un moment donné, on est tous talentueux là-haut. Tu vois.
Donc, tu veux dire, ce qui fait la diff, c'est l'à côté, L'entourage. quoi. L'à côté. Tu vois, Claudio Cassapa, il me le disait beaucoup. Ouais. Il me le disait beaucoup à l'époque. Il était avec sa femme, qui l'a suivi depuis toujours. Et il me disait, Wesley, t'es jeune. L'entourage, c'est trop important. Mais t'as vu, moi, j'étais... Lui, il me parle, les autres... Moi, j'étais dispersé. Mais tu vois, même Fabrice Pancrate, il me le disait. Il y a plein de joueurs, Habib Bey, il me le disait. Il y en a plein qui me parlaient de... Parce que j'avais beaucoup de talent et j'avais un bon cœur, mais j'avais un trop bon cœur. Et en fait, autour de moi, on me le disait. Tu t'arrives pas à dire non. Moi, c'est ça le truc. On me demandait, souvent je raconte cette anecdote, on me demandait est-ce que tu peux m'envoyer de l'oseille pour ci, pour ça. Moi, pratiquement tous les jours, j'étais à l'épicerie Western Union. Ils pétaient les plombs. À l'époque, il n'y avait pas tous les trucs d'aujourd'hui, Wave, le téléphone et tout. Western Union fort. Western Union fort, j'allais, tac. Et à un moment, c'est mathématique. Hein. Tu donnes. Bah, à un moment donné, il n'y a plus, tu vois. Il n'y a plus. En tout cas, il y a moins. Ouais. Et après, même, comme tu disais, au final, quand tu reviens après au quartier, alors que tu avais tout ça, c'est toi qui donnais. Et limite, après, bon, je vais pas dire c'est toi qui es dans le besoin, mais en tout cas, tu peux plus donner comme avant. Bien sûr. Et au final, tu es comme tout le monde. Le retour, il est. On te regardant bizarre. En te regardant bizarre. Mais tu sais, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'en veux ni à mes proches, ni aux gens de chez moi. Parce que, tu vois, moi, j'ai pété en 2007. Ça, et je fais partie. Je ne vais pas dire des tout premiers, parce qu'il y a eu Anelka, tout ça avant moi, mais en tout cas, au Blanc-Ménil, en 2007, il n'y a personne qui avait signé un gros contrat pro comme moi, en tout cas dans mon quartier. Et donc, c'était nouveau pour moi, mais c'était nouveau pour ma famille, c'était nouveau pour mes amis, c'était nouveau, tu sais, pour tout le monde, pour les mamans du quartier, et ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu l'impression que tout le monde pensait que je pouvais assumer tout le monde. Quoi, et encore une fois, je ne leur en veux pas. Mais c'est important d'en parler parce que quand tu signes dans un grand club, à la seconde où tu signes, ta vie, elle change. À la seconde où tu signes, et ça se sait, ta vie, elle change. Et il faut que les jeunes soient avertis là-dessus. Avertis et même préparés. Ah, grave. Et donc, ensuite, toi, on va parler un peu de la fin de ta carrière et du coup... de ce que tu fais maintenant. Et comment se passe la fin de ta carrière après ton départ à Newcastle. Souvent, quand les... Bon, là, c'est plutôt les gens qui sont en centre de formation, mais ça a été aussi un peu ton cas. Quand tu te retrouves dans une période plus compliquée dans ta carrière et que tu es à un tournant, un rond-point entre est-ce que je continue à fond dans le foot ou est-ce que tout de suite, je commence à m'orienter sur autre chose. Voilà. Toi, c'est à quel moment que tu t'es dit, ok, bon là, le foot, ça va être terminé, là, il faut que je fasse autre chose? En fait, je pense que... Parce qu'après Newcastle, bon, il y avait pas mal de péripéties. À un moment donné, je suis revenu à Blanc-Ménil carrément. Je jouais même pas de contrat, rien. J'étais reparti, Blanc-Ménil, Dieppe, etc., CFA, CFA2. Voilà, j'étais dans ces niveaux-là. Après, je me suis dit, tu vois, ça a été progressif parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je joue en CFA2 en Ile-de-France, Blanc-Ménil est juste en dessous en R1. Donc, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi me prendre la tête? Tu vois, déjà, je recherchais un challenge avec du sens et je pense que c'était le début de la fin parce que je prenais plus de plaisir, donc je voulais quelque chose qui me donne un peu la banane. Je suis revenu au Blanc-Ménil. Et en fait, le deal, c'était que je bosse aussi à la mairie, service jeunesse et tout ça. Et en fait, ça a été une bénédiction parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert le monde du travail et je me suis senti utile. Et je te le jure, parce que je travaille avec un collègue, enfin, je travaillais avec un coéquipier, excuse-moi, et à chaque fois à 15-16 ans, je disais, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Tu vois? Et je pense qu'à ce moment-là, la reconversion était en tout cas, le process était en marche. Et donc, naturellement, à la fin de cette saison-là, j'ai envoyé un texto à Alain Mboma, d'ailleurs, qui m'a dit, ah ouais, vous arrêtez le foot sur un texto. Je lui ai dit, ah ça y est, j'arrête. Ouais, j'arrête. Et vraiment, j'ai arrêté le foot en envoyant un texto. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain parce que, en fait, j'ai arrêté le foot pour me sentir utile. Je pense que j'en avais marre un peu, mais j'ai vu qu'auprès des jeunes, bah, eux, ils voyaient quand même l'ancien pro et tout, et que j'avais une aura. Et à ce moment-là, en parallèle, je découvrais le monde associatif. Tu vois, le social, etc. Et en fait, je me suis dit, waouh, formidable. Tu vois, je découvrais ça et je me suis dit, ok, c'est là-dedans que je vais aller. C'est là-dedans que je vais aller, c'est là-dedans que je vais performer. Et tu vois, je prenais tout ce que j'ai appris dans le football,
Et je suis devenu compétiteur dans le social. Ok. Et ça a été, voilà, la transition, elle s'est faite comme ça. Ok. Je veux revenir sur ce que tu disais un jour dans dans une autre émission. Ouais. Tu parlais du fait qu'il y a pas mal de compétences que tu apprends dans le foot Bien sûr. qui sont parfaitement en fait, adaptées au monde professionnel. Bien Et sûr. voilà, j'aimerais que tu développes là-dessus. Mais en tout cas, le jour où tu as dit ça, moi, franchement, ça m'a grave fait Ouais. parler. Parce que je me rappelle, moi, je travaillais dans l'informatique, etc. Parfois, on avait des rendez-vous avec des clients. Et je voyais voilà, le patron stressé, parce que c'est moi qui devais faire la présentation. Ouais. Au final, c'est des contrats, si tu signes, tu vois, c'est plusieurs Ouais, bien milliers sûr, d'euros, bien sûr, etc. bien sûr, ça change des choses. Et moi, j'étais là, j'étais Tranquille. tranquille et tout. En fait, je me disais, mais en fait, moi, je sais pas, le penalty que j'ai tiré un jour à la 89e contre, je sais pas, contre Saint-Denis, si je marque, on passe premier, on a les 3 points. Ouais. Je ressentais beaucoup plus de stress que le jour où voilà, je devais faire ma présentation, j'avais voilà, mon PowerPoint. Voilà, je sais ce qui va se passer, je déroule. Ouais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, du fait que voilà, les footballeurs, ce sont des gens, même les sportifs de manière générale, Ouais. en fait, c'est pas comme un employé, c'est pas un employé comme les autres, quoi. Ouais, Il y a bah, certaines c'est clairement. compétences qui sont vraiment. Bah, si tu veux, Mm. c'est bien que tu me poses la question parce que c'est un peu mon combat maintenant de valoriser les joueurs et les joueuses par rapport au monde du travail, par rapport à l'entrepreneuriat, etc. C'est tout bête, mais voilà, toi aussi, tu es dans le foot. Par exemple, ne serait-ce que dans un vestiaire, tu sais à qui et comment parler. Tu sais que tel joueur, si tu le piques pas avant le match, il va faire de la merde. Tu sais que tel joueur, faut pas le calculer. Tu sais que tel joueur, il est susceptible. Tu sais que l'autre, il doit être dans une histoire sentimentale. Bref. Et ça veut dire que tu sais analyser des personnalités. Donc, pour du management, c'est formidable. Ouais. Là où tu as plein de gens qui ont des postes à responsabilité, mais qui ne savent pas dealer avec différentes personnalités. Tu vois, il y a ça. Donc, dépassement de soi. T'as vu, nous, on joue, je sais pas, t'as joué, comme tu l'as dit, on a joué contre Saint-Denis dimanche. Dès lundi, on est sur le prochain match. Bah, dans le monde du taf, c'est très important. Hein. On a accompli quelque chose. On se projette sur la suite. On n'est pas en train de juste se dire, ah, c'est trop fort, c'est trop bien ce qu'on a fait. On est déjà sur la suite. Donc, remise en question. Esprit d'équipe. On sort du sport co. Esprit d'équipe. Et gestion du stress, tout simplement. Comme tu l'as dit, là où des fois les gens ils sont comme ça, j'ai joué dans des stades, il y a je sais pas combien de personnes, j'ai eu des enjeux beaucoup plus importants, donc pas de problème, résilience. Tu vois, on lâche rien. On lâche rien, même là tu crois que c'est mort. C'est mort. C'est pas mort. Nous, tant que l'arbitre il a pas sifflé, c'est pas mort. Bien Et sûr. tu vois, tout ça, je pense que les joueurs et joueuses ne sont pas conscients à quel point leurs qualités sont transférables dans le monde du travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai fait un combat et que j'aime me le rappeler et que voilà, à chaque fois que je suis sur une émission, un podcast, je le rappelle pour que ceux qui sont en activité valorisent ça. C'est extrêmement important parce que là il y a de plus en plus de joueurs en activité qui suivent ce que je fais et qui me questionnent et tout. Et c'est important. Je leur dis, vous vous rendez pas compte là ce que vous êtes en train de prendre en termes de compétences. Vous allez tout casser dans le monde du travail. Et surtout, tu vois, c'est valorisant de réussir dans un autre secteur que le football. Tu vois, que le terrain. Parce que bon, il y a d'autres choses dans le foot, mais on va dire de faire un bon match dans le monde du travail, c'est valorisant de fou. Donc voilà, c'est en tout cas toutes ces qualités que j'aime mettre en avant. C'est comme ce que même LeBron James disait, more than an athlete. C'est-à-dire exactement. Des fois, on veut nous cantonner dans un. Toi, t'es que footballeur, tu peux pas parler de ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais t'es plus que ça. C'est tout bête, mais je te prends, je sais pas moi, le vestiaire que j'avais à Newcastle. Il y avait Argentin, Espagnol, Uruguayen, qu'est-ce que t'avais? Irlandais, Français, Anglais, Italien, Turc, Nigérian, Sénégalais. David Rosnal, c'est un quoi? Je crois que c'est un Tchèque. Ça veut dire que les discussions, elles étaient lunaires. Tu vois, elles étaient lunaires. L'autre, il t'apprend à dire des bêtises dans sa langue, peu importe. Mais tu vois, t'es ouvert. T'es ouvert parce que c'est normal pour toi d'entendre différentes langues. Donc, moi, aujourd'hui, je parle anglais couramment. Espagnol, je me démerde. Italien, je me démerde. Comment dirais-je, même là, je me suis remis à l'arabe littéraire par rapport aux Émirats, tu vois. Là, je reviens d'Algérie. Malgré tout, tu vois, en Algérie, je captais quand même ce qu'on me disait. Et tout ça, cette ouverture aux langues, c'est le football qui m'a donné ça.
y a pas... Tu vois, je me rappelle, il y avait même un Suédois à un moment dans mon équipe. À un moment, un Suédois dans mon équipe. Et un jour, je suis dans sa voiture. Il écoute Premier Gaou. Je te viens. Comment c'est possible. Comment c'est possible? Ouais. Et lui, vu qu'il est dans un vestiaire où il y a des quinfs, bah, à un moment donné, en secret, il a demandé à quelqu'un, c'est qui chante ça, tu vois? Et pareil, ce Suédois, bah, je lui disais, apprends-moi des mots. Tu sais, c'est naturel. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive d'un pays que tu ne connais pas, ou tu n'as jamais essayé quelque chose, apprends-moi. Et apprends-moi, pour moi, l'apprentissage, c'est une clé. Tu vois, c'est cette ouverture que nous donne le football. J'adore la valoriser. Et c'est important, limite, on devrait faire des conférences là-dessus. Tu vois, il faut que les gens comprennent que le foot, c'est une école de vie sans équivalent, tu vois. Clairement. Moi, j'aimerais te demander, quand est-ce que tu penses qu'un footballeur, il devrait songer à la reconversion? Et là, je parle même pas que de footballeurs professionnels. Ouais, bah Parce que ça. voilà, moi j'ai joué, voilà, moi je joue toujours, tu vois, le niveau national, j'ai fait N3, N2, etc. Mhm. Et souvent, dans ces niveaux-là, en fait, tu es vraiment dans l'entre-deux. C'est-à-dire C'est que dur. tu n'es pas loin du monde pro, Ouais, mais en même temps, tu n'es pas pro. ouais. Donc, des fois, tu es dans des clubs où tu t'entraînes tous les jours. Donc, tu n'as pas forcément le temps de faire autre chose. Mhm. Parfois, tu es dans des clubs où, voilà, tu peux, comme vous entraînez les soirs, tu peux faire. Tu peux voilà, bosser tu, la voilà, journée. tu peux bosser. Ouais. Et ça, c'est une situation qui est très compliquée. Moi, par Ouais. exemple, j'ai fait le choix de. Voilà, j'ai pas lâché les études. Ouais. Voilà, Respect. moi-même l'année dernière, voilà, je travaillais dans la data, c'est-à-dire que j'allais au taf le matin, midi j'allais à l'entraînement, l'entraînement il finissait, je courais au taf, etc. Tu vois, donc Ah, c'était c'est des un journées truc. très, Waouh. très, 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 très rythmées, tu vois. Et je Ouais. pense que même j'étais le seul en fait à faire ça, tu vois. Mais tu vois, ça, Ouais. avant de répondre à la question, Mhm. tu vois, je te félicite parce que pour moi, Mhm. c'était un exemple. Mhm. C'est, tu vois, d'avoir gardé, malgré que tu jouais à un très bon niveau dans le foot, d'avoir gardé le taf, c'est ce qui fait que, même en termes d'ouverture, t'es pas sur le même créneau que les autres. Tu vois, ça veut dire que pour toi, ça va être normal. Demain, vous allez jouer, je sais pas, à Strasbourg, tu vas sortir un bouquin, tu vas lire. Là où on va Mais, Tu vois, le regard que tu viens de faire, ça ouais. c'est ce qui bloque pas mal de gens. Mais Tu je vois, sais. Qu'est-ce que tu fais Mais- ou tu vois, ça c'est. T'as compris, c'est Ouais, pour bien ça, sûr. c'est pour ça que je vais là-dessus. Parce que, tu vois, toi, t'es déjà dans une optimisation de ton temps. Ne serait-ce que par rapport à tes impératifs. Et là où, tu vois, je me dis, les championnats N2, N3 sont traîtres. Des fois, j'aime bien dire que c'est des championnats de célibataires. Tu vois, parce que c'est souvent des contrats d'un an. Ouais. Tu joues à Poitiers l'année d'après, au Poiré-sur-Vie l'année d'après, tu vas à Cherbourg, tu vois. C'est clair. C'est compliqué de construire une vie de vie. famille comme ça, de construire une vie tout court. Ou alors, tu fais le choix. Là, après, tu vois, l'Île-de-France, par rapport aux autres régions, sur la N2 N3, c'est particulier. Parce que les autres régions, tu joues, tu représentes une ville avec du public, etc., etc. Là où en Île-de-France, bon après, FC 93, il y a quand même du monde, mais en Île-de-France, déjà, c'est des budgets qui sont plus petits. Tu vois, t'as pas un gros réseau d'entreprises qui accompagnent le club et tout, c'est particulier. Ouais. Et c'est complexe pour ces joueurs-là en N3, N2, parce que comme tu l'as dit, tu as envie de te dire je peux aller au-dessus, mais en même temps, les années, elles passent. Les années, elles passent, on va pas se mentir, tu roules pas sur l'or, mais dans ton CV, en dehors du foot, t'as rien, puisque tu fais que du foot. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas arriver sur le marché du travail à 34, 35, 36 ans, et entre 20 et 36 ans, t'as que joué au foot. Alors oui, comme on le disait il y a quelques minutes, le footballeur a des qualités extraordinaires qui sont transférables dans le monde de l'entreprise. Mais, malgré tout, ça, déjà. t'as pas d'expérience. Ouais. Donc, tu arrives à 36 piges, on va te dire quoi? Soit tu vas bosser au service sport de la ville, tu vas, tu sais, en fait, tu vas aller faire des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec tes réelles qualités, mais tu dois prouver dans le monde du travail puisqu'on ne te connaît pas. Donc, tu vois, c'est complexe. Et c'est pour ça que, certes, pour toi, c'était dur pendant, mais le temps te donne raison parce qu'au final, le jour où tu arrêtes le foot, t'es tranquille. Et tu sais, je te donne un autre exemple. Pourquoi t'en as qui ont 36, 37, ils reculent. Bon, vas-y, je vais aller en R1 là-bas, je vais prendre un billet, je vais prendre... Parce que c'est manque de choix, en fait, tout simplement. Tu vois? Ils n'ont pas forcément le choix. Et ça, pour moi, c'est une forme de prison dorée. Parce que oui, oh là là, je descends en R1 et je prends quand même tel billet. Ok, mais sur un an. Tu vois?
Il n'y a pas de vision à long Il n'y a terme, pas au de final. vision. Et l'année d'après, ah ouais, il y a un club là qui a un bon projet. Bon, ils ont besoin d'un mec d'expérience. Je vais aller là-bas, je vais prendre aussi. Et après. Et c'est complexe. Et c'est pour ça que la reconversion, pour revenir à la question initiale, c'est quelque chose qui doit se. Dès lors que tu commences dans le monde senior, tu ne dois pas dissocier ta vie du travail. D'une certaine manière, tu dois rester connecté, tu dois te former, tu dois. En tout cas, parce que le foot, un jour, tu peux te blesser, il peut y avoir un changement d'entraîneur, ceci, cela, Covid, peu importe. Bref, un jour, ça peut moins bien se passer. Et le jour où ça se passe moins bien et que tu n'as rien préparé, comment tu fais? C'est très, très compliqué. Tu vois. Ouais. Et tu vois, toi, même dans ta tête, tu es très tranquille. Non, ça, c'est clair. Tu vas jouer au foot, c'est le kiff. Oui, tu vas avoir tes primes, tes trucs, tes ci, tes ça, mais tu as ton taf. Tu vois, donc tu n'es pas en pagaille chaque année. Bon, cette année, je vais signer où? Parce que c'est ça la réalité N2, N3. Ouais. Un an, t'es là, un an, t'es là. Dans le meilleur des cas, voilà, tu te stabilises un peu dans un club. Mais généralement, c'est. Ouais, ça tourne toujours autour des mêmes. Voilà. On tourne en fait. Voilà. Surtout le joueurs de Tu vois. N2, N3 tournent toujours. En plus, en Ile-de-France, ça fait rien dire. Un jour, t'es en N2, puis après, tu descends en N3, tu reviens en N2, et puis tu repars en N3, et puis tu restes encore en N3, tu reviens. Enfin, c'est. C'est clair. Tu vois. Ouais. Et en fait, tu te fermes à l'ouverture qui te permettrait d'aller chercher un travail intéressant. Non, c'est clair. Et donc, toi, tu penses que c'est quoi le rôle des institutions, notamment voilà, l'État, les mairies, dans cette partie-là? Parce que moi, voilà, j'ai été quelques années aux États-Unis. Ah, d'accord. Et, Trop bien. En fait, le sportif et le scolaire, c'est vraiment intégré. Quand tu es aux États-Unis, en université, tu ressors avec un diplôme, une licence, un bachelor, et tu as fait ton sport. Donc après, si tu signes pas pro, en fait, tu es directement prêt à l'emploi, en fait. Tu es prêt à l'emploi. Alors qu'en France, tu le parlais, quand tu es en centre de formation, t'as pas été, voilà, tu as eu ton bac, si tu as poussé un peu en CFA, voilà, 20, 21 ans, t'as pas forcément. En fait, t'as que le niveau bac au final. Tu vois. Non, c'est vrai. Est-ce que tu penses Non, que moi, je pense que un rôle à jouer l'État a un rôle, les centres de formation, ils ont un rôle à jouer, les clubs, de manière générale, tu sais, même dans. Tu vois, le temps qu'accorde un joueur à un club dans la semaine, tu ne peux pas que faire que du football. C'est pas possible. Faut l'ouvrir à autre chose. L'année, je passais pour un fou quand je parlais comme ça, mais vu qu'aujourd'hui, j'ai pas mal d'actions sur la reconversion et tout, j'ai l'impression que le discours passe mieux. Pour moi, il est de l'ordre des municipalités, des institutions, donc Fédé et compagnie, et des clubs, d'ouvrir les joueurs. Les joueurs, ils accordent beaucoup trop de temps à un club. Tu ne peux pas que faire du football. Comme je disais à Ciné, une fois on discutait, je lui ai dit, pour moi, une fois dans la semaine, 1 heure, t'assois tes joueurs, on parle pas de foot. Investissement, je sais pas quoi. Ouais, qui a investi de l'argent là? Dans quoi? Et on discute. Tu vois, ça doit être limite un temps. Alors là, je le dis comme ça, mais la forme, elle peut être à retravailler. Mais il doit y avoir un temps dans la semaine où, dans les clubs, notamment N2, N3, on s'assoit et on parle d'autre chose. Tu sais, on parle, ouais, toi, tu fais quoi? Toi, t'as investi dans quoi? Moi, je bosse dans ci, je bosse dans ça. Et comme ça, tu vas créer des vocations. Tu vois, les gens, ils vont s'ouvrir et tout. Mais tant que les clubs ne vont pas imposer comment dirais-je, des moments, on va dire, un petit peu hors football, on sera toujours sur le même mécanisme. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel. Tout le monde aura à gagner, en fait. Parce que ça se trouve que toi-même, dans ton club, dans ton effectif, tu as des gars qui seraient super bons pour ta communication. Tu as des gars qui seraient super bons pour ta recherche sponsor. Tu en as d'autres qui seraient super bons pour animer le club on va dire, des adhérents au club. Tu vois, par exemple, le FC 93, avec tous les entrepreneurs qu'il y a en Seine-Saint-Denis, je pense qu'aujourd'hui, le FC 93 est prêt à créer un business club autour du club. C'est-à-dire, après, tu sais, à la mi-temps du match, dans le petit salon, là-haut, faire des trucs et tout ça. Tu vois, et je me dis, ça, les joueurs, ils peuvent s'impliquer et ils seraient contents de le faire. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, transition parfaite avec ce que tu fais aujourd'hui, notamment la causerie. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que la causerie? Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est un réseau d'affaires. Tout simplement, réseau d'affaires, business club, chacun appelle ça comme il veut, dédié à la reconversion des anciens footballeurs et des anciennes footballeuses. Et en fait, on se voit une fois par mois au Mercure, à Montmartre. Et l'idée, c'est qu'à chaque rencontre, donc c'est un dîner d'affaires, mais avant, tu as une première partie
où chacun fait un peu le point sur là où il en est, etc., dans ses affaires. Tu as une intervention, ça peut être un temps de formation, partage d'expérience, opportunité d'investissement, ça dépend. Et l'idée, c'est vraiment de créer des synergies et de connecter les réseaux de chacun. Et franchement, ça marche super bien, parce qu'on a tous un réseau important, mais sauf que soit on ne sait pas l'entretenir, soit on ne sait pas le développer. In fine, on ne sait pas le monétiser. Et en fait, avec la causerie, on amène tout ça. Déjà, c'est un cadre bienveillant, archi safe. Nous, on veut passer des bons moments avant tout et vivre des belles choses, tu vois, parce que le foot, tu le sais, hein, c'est un milieu un peu bizarre. Donc, on veut se retrouver entre bonnes personnes, mettre des projets en commun, faire du business, se recommander des gens, etc. Et ça marche super bien. Et une fois par an, du coup, on fait la Causerie Awards. Et là, l'idée, c'est Ballon d'Or de la reconversion, avec plusieurs thématiques. Acteur social de la saison, entrepreneur de la saison, consultant TV de la saison, investisseur de la saison, peu importe. Il y a des nominés, il y a un jury. Et à ce moment-là, j'invite à peu près 100, 120 personnes, des journalistes, des investisseurs, des partenaires et tout, pour vraiment être l'événement phare de la reconversion des footballeurs. Ça a super bien pris. Et maintenant, ça fait 7 ans, moi, que je travaille sur la reconversion. Avant, c'était sous d'autres formes. J'avais créé une formation. Et avant ça, j'avais créé des after-work du football, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, la causerie, ça se passe super bien. Et donc, voilà, les adhérents payent une adhésion, comme dans une salle de sport. Tu payes des frais d'adhésion. Ensuite, tu payes un forfait mensuel avec différentes options. Donc, les prix ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui veulent un peu plus de visibilité que d'autres, etc. Mais l'idée, c'est de vraiment fonctionner comme un business club et à terme, de commencer à développer des antennes la causerie à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je voyage beaucoup. Peut-être pas sous la forme du business club, mais d'événements ponctuels. D'événements ponctuels, tu vois. Il y en aura à Dubaï, il y en aura à Abidjan, Marrakech. Là, en France, j'aimerais bien faire quelque chose à Lyon, à Nice. Donc on est en discussion à Lille, Marseille, mais on s'éclate. Franchement, on s'éclate et tu vois, je n'invente pas l'eau chaude. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier parce que au départ, on me prenait pour un fou quand je travaillais sur la reconversion, mais j'avais une vision. Et aujourd'hui, on me prend au sérieux. J'ai des sponsors qui mettent de l'argent, qui y croient. Et voilà, là, on fait la rentrée jeudi prochain. Et franchement, ça. Et tu sais, je sens que même dans les considérations, quand on te parle, quand on voit que tu as créé un réseau d'affaires, on te regarde différemment. On te prend au sérieux. Vraiment au sérieux. Et je reviens à ce qu'on disait un peu au départ. Je suis tellement content, moi, originaire du Cameroun, du Congo, né au Blanc-Ménil, pas de diplôme, d'avoir créé ça, parce que je me dis, et ancien joueur, parce que je me dis, bah, comme ça, les jeunes de chez nous et les anciens joueurs, ils peuvent se dire, waouh, mais en fait, il n'y a pas de barrière, en fait. Bien sûr. C'est dans la tête, tu vois. Non, c'est clair. Et c'est le foot qui m'a amené cette envie d'oser. Moi, j'étais attaquant. Des fois, tu tentes des frappes dans des angles. Dans la vie, je suis pareil. Mais tu crois. Tu vois, dans la vie, je suis pareil. Là où tout le monde. Mais il est ouf, lui. Il est désaxé, là. Non, il est sur le côté. C'est parce que je sais que ça va rentrer. Parce que vous ne voyez pas. Voilà. Vous pouvez pas comprendre. Moi, je sais que ça va rentrer. Laissez-moi dans mon truc. Bien sûr. Certes, je suis en pivot, c'est bizarre, mais je vais avoir l'appui qu'il faut pour la mettre au fond. Vous allez voir ça. Voilà, vous allez voir. C'est clair. Mais du coup, toi, est-ce que, voilà, avec le parcours que tu as eu, est-ce que tu te considérais en mission dans la reconversion, que ce soit des footballeurs professionnels ou même dans la prévention de ce qui peut arriver dans une carrière, les hauts, les bas, toi? Ouais, je suis en mission. Clairement. Je suis en mission, clairement. Et tu vois, dans tout ce que je fais, je mets toujours une partie sociale. Ça veut dire que là, avec la causerie, je le dis un peu là en exclu, on va lancer une bourse sportive internationale. Ça veut dire que, tu vois, tu étais aux États-Unis. Justement, il y a plein de jeunes qui sont en France, qui ne sont pas forcément des top joueurs pour les gros clubs européens, mais qui pourraient faire la diff à l'étranger. Et l'idée, c'est avec la causerie, donc inciter des joueurs pros à financer des parcours de jeunes qui ont envie d'aller faire un parcours universitaire foot au Canada, aux États-Unis, aux Émirats, etc. Et voilà, donc il y a ça. Et en mission, oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'identifient à moi. Et je me dis, pour eux, c'est important qu'ils me voient accomplir des choses. Et tu vois, moi, j'ai un problème avec les rixes. C'est quelque chose qui m'attriste grave. Et je me dis, plus on accomplit des choses,
et plus tu enlèves des jeunes des De ces histoires. rixes-là, ouais. Voilà, parce Mhm. qu'il se dit en vrai, je vais aller me battre là contre la rue d'en face, nan, nan, alors qu'en vrai, je peux être ingénieur, je peux être je ne sais quoi. Mhm. Donc, tu vois, il y a, à chaque fois dans ce que je fais, il y a une mission. Et même très tôt, quand je suis parti au Havre, j'ai eu l'impression d'être en mission. Je vais Ok. représenter ma ville. Mhm. Peut-être à tort, j'en sais rien. Mhm. Je vais représenter mon 93. Je vais représenter l'Île-de-France. Mhm. Puis après, à Newcastle, je vais représenter les jeunes Français. Tu vois, pour moi, la mission, ça a toujours été la DA, comme on dit, tu vois. Mhm. Il y a toujours eu ce truc de Et transmettre, bien sûr. voilà, il y a toujours eu ce fil conducteur Mhm. autour de la mission. Ok. J'aimerais te parler rapidement de voilà, toi, ton expérience avec les agents. Je sais que D'accord? toi, tu as eu des problèmes Ouais, à un moment donné avec, avec tes agents. Donc, est-ce ouais, que tu peux nous en parler et surtout bah, conseiller les jeunes sur comment bien choisir un agent, les jeunes ouais, ou les familles? Parce ouais, qu'aujourd'hui, voilà, ouais, le choix, il se fait à deux. ouais. Aujourd'hui, voilà, tu le disais Des un fois jour même les dans une. familles, Enfin, un jour plutôt, tu le disais dans une. dans une Dans une autre interview. émission Ouais. que voilà, aujourd'hui les gens ils sont U9, ils ont des agents, tu vois. Je sais même pas s'ils dépassent la table, là, ils ont Mais des il a un agents. agent, il a un agent qui lui, tu vois. Je te jure. Non, c'est. En fait, tu vois, avec ce discours-là, des fois, tu peux passer pour un mec qui est anti-agent. Je suis pas anti-agent. Par contre, je suis pour les gens qui bossent bien et dans les règles. Mhm. Il y a des âges où tu n'as pas besoin d'agent. Ouais. Tu vois, clairement, tu n'as pas besoin d'agent. Mhm. Et encore une fois, les recruteurs, les clubs, ils ont tellement de scouts et compagnie que c'est pas parce que tu vas être dans l'agence à, à Falcao alors que tu as 14 ans Mhm. que tu vas péter. C'est Ouais. pas vrai. Mhm. Et en fait, il faut que tout le monde revienne à l'essentiel. L'agent, il est là pour accompagner le joueur en ce qui concerne tout ce qui se passe en dehors du terrain. Voilà. Mhm. Mais un jeune qui est dans nos clubs, la Blanc-Ménil, l'Aulnay et compagnie, il n'y a pas besoin d'agent. Mhm. Pas besoin d'agent. Des fois, tu parles, et là, ça m'est arrivé par rapport à ce qu'on fait aux Émirats. Des fois, tu parles avec des joueurs qui sont en R2, R3, ils te parlent d'agent. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais c'est une réalité. Non, c'est De clair. quoi tu parles? Mm. Et donc, aujourd'hui, il faut revenir à l'essentiel. Tout le monde veut réussir dans le football, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'agent qui va faire ta carrière. Certes, l'agent va t'orienter, est censé t'orienter vers des bons choix, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a aussi un game où bah, les agents, ils veulent manger vite. Tu vois, donc ils vont peut-être t'orienter vers le choix qui est le plus lucratif pour eux, En plus, à l'instant T, en à plus. l'instant T. Ouais. Et on le voit, il y a plein de choix de carrière là, récemment, tu comprends pas. Mm. Et 2-3 ans après, bah, le joueur, il est en D3, je sais pas où, Mm. alors que c'était un super joueur. Et par contre, tu as des agents qui respectent la noblesse de ce travail, qui vont faire les choses correctement, étape par étape, avec un plan de carrière bien défini. Mhm. Et moi, oui, j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec les agents, qui m'ont même fait acheter un bien, ils sous-louaient à des gens, enfin bref, Le truc de un, fou. un bordel pas Ouais. possible. Et je me dis surtout, comment ces gens peuvent dormir tranquillement en faisant ça à des jeunes qui ont 17, 18, 19, 20 ans. Tu vois. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais malgré tout, je ne prendrai pas parti de dire tous les agents sont mauvais. Par contre, dénoncer les agents qui ont de mauvaises pratiques et qui sont là uniquement pour s'enrichir, oui, il faut les dénoncer parce qu'au final, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces gens-là jouent avec des vies. Une carrière, c'est une vie. Une vie. Une carrière, c'est peut-être un mariage aussi, c'est aussi tout un contexte familial, etc. Et je pense que ça mérite d'être respecté. Et qu'aujourd'hui, les mecs, ils viennent... je suis pas pour parler licence, pas licence et tout, je n'irai pas dans ce débat. Mais en tout cas, si tu t'occupes de quelqu'un, sache que tu as une vie entre les mains. Tu peux pas faire n'importe Enfin, quoi. n'importe quoi, non, c'est clair. Tu vois. Donc voilà, moi, mon discours par rapport aux agents, c'est celui-là. Il y a des agents mal intentionnés qui sont mauvais et qui font du mal au football et qui font du mal à des familles. Ceux-là, faut les... Voilà. Et après, pour les familles qui se demandent, mais comment je choisis un bon agent? Bah déjà, quelqu'un qui est réaliste, en fait. Quelqu'un qui vient et qui te vend du rêve. Moi, j'ai ci, j'ai ça. Da, 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 da. Déjà, un agent qui vient et qui se met trop en avant, c'est un problème. Ouais. Mets en avant ta manière de travailler. Tu vois. Mais te mets pas en avant, moi, je vais te faire signer là, je vais faire ci, faire des fausses promesses et tout ça. Il faut être réaliste, tout simplement. Très clair. Dernière question. Ouais. Pour ce podcast dédié à la réussite, quelle est ta définition de la réussite, tout simplement? Ah, trop bien. C'est trop bien comme question parce que, tu vois, là, le terme réussite,
dans la tête des gens, ça peut sonner avec argent, luxe, plein d'accomplissements et tout. Pour moi, la réussite, c'est un équilibre. Ok. C'est un équilibre entre ce que tu as envie de faire et ce que tu es capable de faire. Parce qu'on a tous de grands projets, mais il faut être capable de tirer le meilleur de ce qu'on sait faire. Pour moi, si tu arrives à tirer le meilleur de ce que tu sais faire, là, tu as réussi. Okay. Après, derrière, le salaire, les montants et tout, c'est autre chose. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais parce que j'ai créé quelque chose. Je ne vais pas dire que j'en vis convenablement, mais en tout cas, ça me permet d'aller développer encore d'autres choses. Pour moi, ça, c'est une forme de réussite. D'avoir eu une idée, d'avoir mis en place et que cette idée, elle arrive à s'inscrire dans le temps. Mais il ne faut pas... tu vois, la réussite, ce n'est pas juste un mot... comment dirais-je? C'est un mot qui est propre à chacun. Ouais. C'est un mot qui est propre à chacun. Et on ne doit pas dissocier le bonheur de la réussite. Parce que à quoi bon sert d'accomplir des choses si ta vie, t'es pas content, etc. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. La réussite, c'est un équilibre. Bonheur, accomplissement. Parfait. Merci beaucoup pour cette définition et pour cet échange magnifique. Merci. Merci à toi. Longue vie, micro 3 queues. Longue vie à vous. Et voilà, quoi qu'il arrive, on sera là pour soutenir. Merci beaucoup. Top. On se retrouve à bientôt pour un prochain épisode.